d'accord. Ok, let's Alors, go. bonjour, chef Alexandre. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je vais me présenter un petit peu. Je suis Alison, je travaille avec Ouj, je suis chef. Oui. J'ai fait ma formation en France, j'ai un peu voyagé aux États-Unis, en Allemagne. Et puis là, je suis rentrée en Côte d'Ivoire depuis maintenant 2 ans et demi, où je travaille en tant que chef dans un restaurant. Et je travaille également avec Ouj, avec Monsieur Francis, Oui. pour la plateforme, pour mettre en place cette plateforme-là qui nous permet de nous retrouver entre chefs et de porter la cuisine africaine à un autre niveau. Donc, on est honoré de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je suis Alexandre Bellaoula. Alors, je suis dans la cuisine depuis pratiquement, j'ai envie de dire, ça fait une trentaine d'années que j'ai ouvert mon premier restaurant à Montreuil. Et je suis autodidacte dans la cuisine. C'est-à-dire, je suis arrivé dans la cuisine par passion. Et ça m'a pris pratiquement 25 ans pour le faire, pour comprendre un peu ce qu'on a à faire. Et c'est plus par passion que j'essaye de développer toutes les activités que j'ai eu à faire en 25 ans. Actuellement, on a 3 emplacements pour la restauration. On a le restaurant de Montreuil, on a un restaurant à Paris. Disons, on a 2 restaurants à Montreuil. On a une vente importée et un restaurant traditionnel fixe. Et puis le restaurant Moussal africain au quartier des Halles. Donc le reste, j'essaye de diffuser la cuisine africaine comme tout le monde, pour que c'est une cuisine qui est méconnue. Et puis par tous les moyens, j'interviens à l'école Ferrandi, je fais des ateliers de cuisine un peu partout, dès que c'est possible. Et puis récemment aussi avec Viti, mon épouse, on a une association pour aider les gens qui sont en situation précaire et pour aussi essayer d'apporter une touche de cuisine africaine dans ce milieu, que ce ne soit pas toujours les autres qui aient à dénoncer cette cuisine. Voilà un peu en gros, de façon décousue, à peu près tout ce que je fais en ce moment. Donc, malgré le confinement, on est un peu replié sur nous. Oui. Alors, j'ai quelques questions à vous poser sur vos livres, mais juste avant, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez. Ah, ok, vas-y, vas-y. Ouais. En fait Alison m'a un peu oublié, donc parce que Pardon. bon, Oui. je présente un peu Ouj. Donc voilà, moi je suis Francis Boussougout. Je suis le fondateur de Ouj, et en fait j'étais déjà en contact avec Alexandre Bellaoula il y a plus de 20 ans, hein, il y a plus de 20 Ah ans. oui, Donc, oui, 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 effectivement, donc moi j'ai c'est fouillé, ça remonte, ouais. ouais, donc ça remonte, et puis là quand je vous revois, ça me fait chaud au cœur. Après 20 ans, vous êtes là. Et Oui. donc, nous, on essaye de mettre en place plein d'outils, plein d'événements, plein de solutions pour apporter un peu plus de visibilité aux restaurants et puis aux chefs de la gastronomie afro-caribéenne, parce qu'on n'est pas seulement africain, on est aussi caribéen. Et puis, depuis 1 mois, 2 mois maintenant, on a un site internet qui est avec des articles sur les chefs. Et très bientôt, on aura des articles sur les restaurants aussi. Donc, on essaye de faire des événements aussi en ligne, comme le webinaire qu'on fait là d'une heure, où en fait, on pose des questions à un chef, et puis on fait des conférences aussi, une fois par mois, 1h30, on va réunir 3 à 4 chefs, et je crois qu'il y a une de nos conférences très bientôt où le chef Alexandre Bellaoula sera aussi parmi nous. Et donc voilà, Ouj, c'est ça, en fait, c'est comme si vous aviez une rue où il y avait tous les restaurants et tous les chefs de la gastronomie afro-caribéenne, pour que tout le monde puisse les retrouver facilement. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation, et puis je vais laisser Alison. J'aurai aussi quelques questions par rapport au thème, mais c'est elle qui va conduire tout ça. Et quand elle me laissera un peu la parole, je pourrai poser mes questions. Je suis pas sûre que je laisse la parole là. Moi, j'ai Je plein de pense qu'elle questions l'a pour retenu. Ouais. chef Alexandre. Je suis pas sûre que je vais laisser la Merci. parole. Hein. Alors, je voulais d'abord savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à donner des cours à l'école Ferrandi.
Alors, les cours à Ferrandi sont partis un peu de façon très bénévole. C'était avec la sortie justement du premier livre, du premier livre, Cuisine actuelle de l'Afrique noire. En 2003, il y a eu un jeune. Attendez, excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Est-ce que ceux qui ne participent pas peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des interférences. Voilà. Ouais, pour les auditeurs, donc il n'y a pas des détecteurs. Ok. Bon. Donc, alors, je disais que effectivement, mon entrée à Ferrandi, qui est une institution, a commencé un peu de façon bénévole. Donc, il s'agit d'un jeune, à l'époque, Francis Auger, il se nomme Francis Auger, pardon, qui devait présenter un sujet dans son école. Il voulait faire sur la cuisine africaine. Il avait besoin d'un référent. Donc, avec la sortie du livre, il est tombé sur moi puisque j'étais médiatisé un peu à l'époque. Il y avait la promotion du livre. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté. Mais en venant me contacter, son chef de cuisine, Éric Trochon, me connaissait déjà. Donc, on a eu le lien. Et effectivement, je suis rentré à Ferrandi par le biais de Francis Auger. Donc, on a fait on a présenté, on a organisé son mémoire, effectivement. On a fait cet atelier. Et à partir de cet atelier, toutes les portes ont été ouvertes. Ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai mis le premier pied. Depuis 2003, effectivement, je suis à Ferrandi. D'accord. Et vous avez le cours, c'est un cours particulier sur la cuisine africaine, c'est ça? Alors, maintenant, le cours a évolué parce que ça a aussi à changer de structure, effectivement. C'est un cours maintenant qui est destiné aux ingénieurs d'AgroParisTech. Il se fait une fois par an. C'est une journée marathon. C'est une journée découverte où on essaie de présenter. Et tous ces ingénieurs sont en fait des découvreurs de talent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ils font des tendances, des organisateurs de tendances, c'est-à-dire les tendances de la cuisine de demain. Ils viennent d'un peu partout. Ils travaillent dans des lieux comme Danone, Air France, un peu, donc ils ont des postes de responsabilité. Donc ils reçoivent un cours où on leur présente, où il y a les cuisines du monde. Moi, je représente la cuisine de l'Afrique. Donc, je travaille vraiment avec des gens qui sont spécialisés. Ce n'est pas dans le cursus des étudiants, c'est pas encore dans le cursus des étudiants, c'est qui est normal. Et c'est que Ferrandi ne fait pas, parce que Ferrandi se concentre uniquement d'abord sur la cuisine traditionnelle française. Mais non, les cuisines du monde sont des options qu'on propose, de façon thématique. Chef Alexandre, excusez-moi, mais on vous entend très bas en fait. Peut-être qu'il faut rapprocher un peu le micro pour que essayez pour voir si on vous entend. Allez-y. Et là, ça va? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah oui, oui, là c'est beaucoup mieux. Ouais. Oui, je vais essayer de le tenir un peu plus près. Oh, non, je vais essayer de le tenir plus près de la bouche. D'accord, donc je voudrais... Il y a un peu de... Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, je voulais savoir du coup maintenant, comment est-ce que vous arrivez à l'écriture déjà pour commencer du premier livre? Quelle est votre inspiration, votre motivation pour écrire ce premier livre? Alors, vraiment, j'ai l'impression que tout le parcours est un parcours qu'on n'anticipe pas. Je n'ai vraiment pas anticipé les choses. Quand j'ai ouvert le restaurant, quand on a ouvert le restaurant en 1995, donc ça a démarré sur un chapeau de roue. Et après, au bout de 6 mois, il a fallu rentrer dans le métier puisque c'était vraiment pas mon métier. Donc ça a été très difficile. Donc on n'arrivait plus. L'effet de mode étant passé, il fallait vraiment faire maintenant son métier. Donc, je n'avais pas toutes les armes pour cela. Alors le personnel, le chiffre d'affaires, tout a commencé à dégringoler. Donc il fallait que moi-même je commence à faire. Je rentre dans la cuisine, je remplace le cuisinier. Je n'étais pas cuisinier. Au départ, c'était pas prévu que j'allais faire la cuisine. J'ai remplacé mon cuisinier parce que je ne pouvais plus le payer. Ah ouais, donc voilà.
j'ai appris, ça a été très dur, j'ai bricolé, je faisais à gauche, à droite, on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et ça a pris, on ne faisait que se rapprocher du mur. Et quand je me suis retrouvé dos au mur, les finances n'allaient pas. J'ai donc une ancienne camarade de fac qui m'a proposé, qui m'a demandé, écoute Alexandre, il y a quelque chose elle a été directrice d'une médiathèque. Elle m'a demandé de lui fournir des photos de scènes de vie en Afrique. Donc elle me finançait tout le voyage, et donc j'avais à côté de moi des amis qui étaient photographes. Donc on a organisé l'expédition, on est parti, on a fait, et ça tombait aussi très bien parce que ça tombait très bien, une façon de parler. En fait, c'était aussi à une période où j'avais perdu mon grand-père. Donc à la mort d'un modestie, quand on perd quelqu'un de sa famille, on organise une fête, la neuvaine. Donc c'est un grand repas, effectivement. Donc pendant la neuvaine, il y a eu toutes ces festivités gustatives et autres. Donc le photographe a eu à faire toutes ces photos pendant ce moment-là. Et c'était vraiment des scènes, des très belles scènes. Donc j'ai rapporté ces photos que j'ai présentées à la médiathèque. Les écoles venaient voir, ils découvraient des scènes de bananes, comment vous éplucher des bananes, comment faire telle ou telle chose. Et à la fin, c'est cette camarade de fac qui me dit, mais Alexandre, tu sais qu'avec ces photos, c'est déjà presque le début d'un livre. C'est elle qui m'avait mis la puce à l'oreille. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, effectivement, il suffisait tout simplement de déterminer, de repérer tous les éléments qu'il y avait dans ce livre pour commencer à structurer les différentes cuisines, effectivement, qu'on pouvait retrouver un peu sur le Cameroun et qui pouvaient maintenant se répandre un peu, qu'on pouvait retrouver aussi sur toute la zone forestière et même sur la zone sahélienne. Donc c'est un peu le premier départ que j'ai enrichi. Et comme j'avais déjà la partie du Cameroun, il me manquait l'Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, j'avais justement embauché un cuisinier sénégalais. J'ai organisé un week-end avec toutes les femmes sénégalaises pour que je puisse voir effectivement comment on travaille la cuisine sénégalaise. Donc, parce que je ne connaissais vraiment pas la cuisine sénégalaise, donc je les ai invités. J'ai fait cette démarche avec le Sénégal, et j'ai aussi fait cette même démarche avec la cuisine congolaise. Donc, alors j'ai commencé à constituer. C'est un peu comme ça que j'ai constitué que j'ai construit le premier livre, en fait, sur des regards au niveau de la diaspora et une mémoire que j'avais qui était presque intellectuelle et mes souvenirs d'enfance qui venaient se mélanger à cela. Et j'ai cette chance aussi que dans ma famille, j'avais mon père qui était cuisinier. J'ai un peu presque grandi dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est ça. Oui. Et quand vous écrivez ce livre, quel est le but derrière? Parce que ça vous tombe un peu dessus comme ça, mais quel est le but quand vous commencez à mettre tout ça en place, quand vous réunissez ces gens, ces cuisinières sénégalaises, congolaises, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que ce livre va donner? Qu'est-ce que ça sera pour vous en fait? Alors, il y a plusieurs objectifs plusieurs choses qui se mettent en route en même temps. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, j'ai vraiment besoin de découvrir aussi moi-même cette cuisine, dans un premier temps. C'est-à-dire que à côtoyer toutes ces femmes, je découvre la façon de travailler, de faire du yassa, de préparer du riz, de faire un thieboudienne. Et je suis vraiment au cœur de cela parce que ces femmes font tout ça dans le restaurant que moi j'ai déjà dans un lieu, et on le fait un peu de façon traditionnelle. Et il n'y a pas d'objectif précis. Il y a tout simplement que, à la fin de tout cela, on va partager cela, on va manger. Donc on va faire la fête comme on a l'habitude de faire. Est-ce que les objectifs se construisent? C'est-à-dire que il y a d'abord un enrichissement personnel. Il y a aussi que finalement je me rends compte beaucoup plus tard que le livre permet quand même de faire une photographie temporelle. C'est-à-dire, mon premier livre correspond à une période où j'ai une certaine réflexion et un certain regard sur la cuisine.
D'accord. Donc, je n'ai pas, contrairement à mon dernier livre, où j'ai un objectif clair dès le départ. Parce que mon dernier livre, je me pose la question, en fait, je me rends compte au fur et à mesure que j'avance que la cuisine africaine, le repas et même la façon de cuisiner des Africains ne commence que avec la découverte de l'Afrique par l'Europe, ce qui est complètement faux. Parce que quand on me dit que le manioc vient de tel endroit, je me demande bien comment, qu'est-ce que nous on mangeait avant. Oui. Et quand on me dit que les arachides viennent de tel endroit, je me demande qu'est-ce qu'on mangeait avant. Et quand je fais mes recherches, je me rends compte que nous sommes le seul continent où la maîtrise et la connaissance et la manière de cuisiner les arachides, nous sommes au top. Aucun autre continent ne sait cuisiner des arachides mieux que l'Afrique. Je vais laisser la parole à Francis qui a aussi une question Oui. et ensuite je reviens. En fait, le restaurant que vous avez créé au départ, est-ce que c'était Moussa l'Africain ou bien c'était Riodos? Alors, Quel était le premier restaurant? Le premier restaurant, c'est Riodos à Montreuil. D'accord. Et après, c'est là que je vous ai rencontré d'ailleurs. Mais Oui. quand vous créez Riodos, après, c'est là que vous partez au Cameroun et que vous avez l'idée du livre, en fait. Oui. L'idée du livre, tout part de Riodos, de toute façon. Riodos reste toujours et le pivot. Tout commence à Riodos et le livre commence à Riodos et c'est le livre qui permet tout simplement une ouverture. Le livre m'a permis à apporter un certain regard et c'est ce qui est intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le jeune Francis Auger qui est venu me contacter justement parce qu'il y avait un livre. Je pense que le livre, l'écriture va permettre à toute l'Afrique de pouvoir rentrer dans les milieux, c'est-à-dire la manière dont on va présenter nos différents produits et les travailler va permettre en sorte que notre cuisine puisse accéder, parce que le seul lien aujourd'hui, je pense, dans le monde entier, c'est d'abord l'écriture, qu'on le veuille ou pas. Bon, maintenant qu'il y a d'autres médias qui arrivent, bon, les images prennent le pas sur l'écriture, mais je pense que l'écriture, le livre, est la chose la plus importante qui doit être faite au niveau de la cuisine africaine. Et parce que j'embraye encore sur une question qui se pose, parce que quand j'entends un peu partout dire que la cuisine africaine elle est codifiée, non, pour moi, elle n'est pas codifiée. Il y a peut-être des rituels, parce que la codification, quand on va parler, par exemple, je fais des questions et je réponds aussi en même temps. C'est très bien. Parce que vous voyez un produit comme l'arachide. L'arachide, presque toutes les... Et voilà. Essayons déjà de situer, parce que moi, je me limite à la cuisine subsaharienne, déjà. Je me limite parce que c'est une cuisine qui est orpheline, contrairement à la cuisine du Maghreb, du nord de l'Afrique, qui est tournée vers la Méditerranée, qui est une cuisine séculaire. On n'a rien à y voir. Pas qu'on n'a rien à y voir, c'est-à-dire que c'est une cuisine qui est déjà, pour moi, elle est déjà structurée, elle est déjà organisée, elle est déjà établie. Bon. Et notre cuisine, disons, la cuisine de l'Afrique subsaharienne, a besoin justement de nous tous, de tous ces militants, pour pouvoir avancer. Et ça, c'est clair entre nous. C'est une cuisine qui correspond à chaque maison. J'ai même pas envie de dire à chaque ethnie. Donc, vous voyez, ce qui fait que on la contredit énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arachide. En parlant de l'arachide, la principale sauce, c'est une sauce à base d'arachide. Et on a l'impression qu'il y a 10 000 sauces d'arachide. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde la structure de base d'une sauce d'arachide, c'est quoi? La base aromatique, l'arachide et la protéine que vous allez mettre. Voilà. Et d'abord, notre cuisine, qu'on le veuille ou pas, elle est d'abord végétarienne.
parce que j'ai un souvenir, moi je suis de la première génération qui est née avec les indépendances en Afrique. Donc, je suis né dans les années 60, 59, 60, j'ai 60 ans. Donc, mes souvenirs, jusqu'à 10 ans, j'ai dû manger 2 ou 3 fois le poulet. Vous vous rendez compte? 2 ou 3 fois le poulet, jusqu'à pratiquement l'âge de 10, voire 12 ans. Parce que manger un poulet, c'était un événement. Et après, le poulet a commencé à rentrer facilement. Donc, il y a eu un développement qui s'est mis en place. Donc, vous voyez, cette histoire, je pense qu'elle est un peu générale à l'Afrique. Cette histoire a besoin d'être racontée. Il y a des maillons qui manquent, effectivement. C'est des maillons générationnels. Parce que ça, il faut le voir. C'est-à-dire, en 60 ans, on peut dire qu'on a pratiquement 3 générations. Pour moi, une génération, c'est 20 ans. Vous voyez? Donc, notre génération, on n'a pas énormément travaillé dessus. La deuxième génération n'a vraiment pas travaillé dessus. Et la nouvelle génération, elle est confrontée à quoi? Elle est confrontée au fait que il faut rentrer dans la vitesse, là, tout de suite. Parce que mon fils aujourd'hui, quand je lui parle du mafé, il commence à me dire, écoute, oui, je veux bien le mafé, mais notre cuisine est généreuse. Vous voyez, là, je rentre sur un autre pas la même. Donc, je vais essayer de vous donner la parole pour apporter la respiration, parce que la question qui était de savoir, est-ce que il y a toujours eu une intention quand j'ai écrit des livres? Au départ, non. Mais mon dernier livre, il est vraiment où je pose la première question qui est de savoir qu'est-ce que nous on mangeait avant. Et je n'ai pas la réponse. Et justement, je souhaiterais rebondir sur ça parce que est-ce que justement dans vos livres, vous avez un peu une démarche historique, on va dire quelque part, une démarche historique pour retracer peut-être comment était, je prends l'exemple de l'arachide, de où était le territoire de l'arachide, la culture de l'arachide à l'époque, d'où à où est-ce que ça s'étendait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait en fait de faire cette démarche un peu historique pour en fait, je m'explique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur les recettes et sur la cuisine. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'écrire des livres qui retraceraient justement l'histoire de nos produits phares, l'histoire de nos recettes, ce genre de choses-là, pour aussi ouvrir un peu l'esprit des gens et tout ça pour participer justement à la découverte de notre culture? Ouais, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect historique, qui n'est pas forcément pour le grand public. Et il y a l'aspect recette, qui correspond à une demande. Parce qu'aujourd'hui, pour aller très vite, et il y a un autre problème, qui est une contrainte éditoriale. Parce qu'un éditeur a d'abord besoin de faire un investissement et il veut que le livre se vende vite. Donc l'éditeur, sauf si on le fait à compte d'auteur, et quand on le fait à compte d'auteur, il faut aussi avoir un certain temps. Ouais. Donc aujourd'hui, donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent essayer de noyer certains objectifs. Mais la première question qui est de savoir, est-ce que l'histoire de l'alimentation de l'Afrique est intéressante? J'ai dit oui. Cette histoire a besoin d'être étudiée parce qu'on n'a pas de traces. Donc, il faut fouiller énormément. Parce que quand je regarde de façon succincte déjà, je reprends l'histoire du manioc par exemple. Le manioc, quand on me dit que le manioc, oui, il vient d'Amérique latine. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et que ce sont les Espagnols et les Portugais qui l'ont amené en Afrique. Donc, nous sommes aux environs du XVIe siècle. Mais quand j'essaie de lire 2 ou 3 autres livres, je me rends compte que les esclaves, quand ils pratiquent le vaudou au Brésil et autres, ils utilisent le manioc dans l'alimentation. Et que ça fait partie des rites du vaudou. Je me dis, attendez,
On nous a apporté le manioc au XVIe siècle et l'esclavage a commencé tout juste après. C'est pas possible que ces choses puissent rentrer dans une tradition et se retrouver de l'autre côté alors qu'on était dans une situation d'échange triangulaire. Ouais. Ça me pose une question. Maintenant, il faut faire un travail derrière. Ouais. Donc, cela voudrait dire que celui qui a envie de faire ce travail, le travail d'histoire, doit faire de la recherche et doit s'y mettre. C'est-à-dire, c'est pas tout. Moi, je suis cuisinier. Bon, je trouve le temps pour écrire. Peut-être quand je serai à la retraite, je pourrais le faire facilement. Mais il y a un sérieux travail de recherche et d'études que nous devons faire. C'est-à-dire que les jeunes générations, c'est vrai, il y a beaucoup de maillons qui ont manqué, mais c'est quelque chose qui doit commencer aujourd'hui. Parce que les jeunes générations ont d'abord besoin de répondre aux recettes et d'adapter ces recettes aussi au contexte socio-culturel dans lequel ils se trouvent. Parce qu'il faut savoir que, ça c'est très important, une cuisine, pour qu'elle évolue, elle doit prendre en compte son environnement socio-culturel. Si vous arrivez dans un endroit et que vous commencez à imposer une façon de cuisiner qui n'est pas esthétique, qui ne répond pas aux normes, qui ne répond pas à ceci, bon, ça va rester une cuisine purement ethnique ou bien qui va permettre dans un ghetto. Et ce qui a été longtemps, c'est qu'on a longtemps pensé à la cuisine africaine. C'est-à-dire que non seulement certaines personnes voulaient l'enfermer, et nous-mêmes, nous sommes les premiers fossoyeurs de notre cuisine. Parce que quand quelqu'un vient manger une thieboudienne et que vous le présentez différemment, il va vous dire non, c'est le thieboudienne des Blancs. Non, ce n'est pas que c'est le thieboudienne des Blancs. Il y a une manière de le présenter esthétique qui peut répondre à des normes, à un environnement et à un cadre. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut que nous-mêmes, nous puissions intégrer dans un premier temps. Chef Alexandre, mais dans ce premier livre, c'était lequel? C'était la cuisine de ça? Cuisine actuelle. Le premier livre, c'est Cuisine actuelle de l'Afrique noire. Cuisine actuelle de l'Afrique noire. C'est bizarre parce que moi, je l'ai trouvé en octobre 2012 et je vois la cuisine de Moussa avril 2010. J'ai dû me tromper alors. Oui, voilà. Tout le monde l'a, ça. Celui qui n'a pas... Non, oui. J'ai mon tante qui vient de me l'apporter. Vicky, que tu connais? Oui. Le voici. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Il se présente de cette façon. Oui. La première édition. Et la deuxième édition, parce qu'il a été réédité, il a été réédité comme ça. Ça, c'est la réédition. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je l'avais en 2012, alors que c'était la deuxième édition, oui. Ouais, ça, c'est la réédition. Ça, c'est la première. Donc, oui. Moi, je préfère la première. Hein. Moi, oui, non, mais ça, c'était un très beau luxe. Ça, c'était le luxe. Hein. Ça, c'était le grand luxe, effectivement. D'ailleurs, cette année-là, il avait gagné un prix. Le prix d'Award Cookbook que tout le monde gagne, que nous gagnons tous, effectivement. Voilà. Francis, tu as une question? Non, on alterne, hein. Une question. Ok, ça marche. Ouais. Donc, du coup, moi, je voulais savoir, vous avez dit que c'est le travail d'un historien, justement, de faire ce traçage-là et de faire un peu cet historique. Mais est-ce que vous pensez que nous, en tant que chef, justement, on devrait prendre cette responsabilité-là, c'est-à-dire de trouver des gens qui pourraient être intéressés par ce travail-là et s'associer, faire ce travail-là ensemble, en fait? Parce que je pense qu'au niveau de l'écriture, je pense qu'au-delà des recettes, ce serait vraiment quelque chose de formidable d'avoir quelque chose qui retrace vraiment l'histoire des produits africains, même nos recettes, peut-être avoir une recette, un produit, savoir un peu d'où ça vient, d'où est-ce que tout ça vient en fait. Le processus et le parcours. Est-ce que vous pensez qu'en tant que chef, justement, on devrait s'impliquer un peu plus dans cette démarche? Je pense que déjà, quand on est conscient de structurer sa cuisine et de l'organiser. Donc, en l'organisant, on laisse des traces. Et ces traces, est-ce qu'on les met dans un tiroir ou on essaie de les mettre dans un livre? Mais est-ce que c'est un intérêt pour un éditeur ou je le fais à mon compte personnel? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour pouvoir retrouver la cuisine.
Pour moi, aucune recette n'est fausse. Pour moi, une recette de cuisine, c'est d'abord un canevas. Un canevas où on retrouve un rapport de proportion entre les différents ingrédients. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un me dire oui, cette recette de ndolé est fausse, j'ai dit non. Moi, aucune recette n'est fausse. Une recette, c'est un rapport, comme je venais de le dire, un rapport de proportion des différents ingrédients par rapport à une certaine dominante et au résultat final qu'on a envie d'atteindre. Et c'est ça qui fait la personnalité de chaque cuisinier. Parce que nous pouvons tous avoir les mêmes produits, mais maintenant, quand on va traiter, quand on va produire, il y a plusieurs rapports qui rentrent en jeu, c'est-à-dire notre relation avec la chaleur, notre relation avec le sel, les différentes saveurs, c'est-à-dire on va jouer sur tous les sens, on va jouer sur l'intensité, la chaleur, on va jouer sur l'odorat, on va jouer sur l'aspect visuel, et ça correspond soit à la formation de l'individu, soit à son parcours culturel. Ça, c'est très important. Le parcours culturel qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, pour les jeunes générations aujourd'hui, là, je vais me permettre de vous raconter cette anecdote qui est très intéressante, qui m'a permis aussi de changer ma vision. Je faisais une intervention avec un groupe, je faisais un atelier pour un groupe de jeunes, de cadres d'une grande banque française. Ils avaient gagné un atelier de cuisine. Et je devais leur faire un atelier sur la cuisine africaine. Alors, je commence mon atelier en leur disant, vous savez, en Afrique, il n'y a ni entrée, ni dessert, il n'y a que le plat principal. Bam. Et j'entends une voix à côté qui dit, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Je regarde, c'est une jeune africaine qui me lève la main. J'ai dit, oui. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis, comment ça? Elle me dit, non. En Afrique, il y a des entrées et il y a des desserts. Ah, là, j'étais scié, moi, dès le départ. J'ai dit, ça y est, on m'a foutu. Alors, la tête, on raisonne très vite. La première question que je lui pose, vous avez quel âge? À l'époque, elle devait avoir 25 ans. Je dis, ah bon, voilà, d'accord. Vous êtes né où? Elle venait de Côte d'Ivoire. Elle me dit, je suis né à Côte d'Ivoire. Vous avez grandi où? Elle me dit, Abidjan. Vos grands-parents, ils sont où? Mes grands-parents sont à Abidjan. Est-ce que vous avez un village? Non, mais mes grands-parents vivent à Abidjan. Ok, voilà une enfant qui a grandi dans la modernité. Elle a grandi dans un contexte où, effectivement, dans son milieu familial, il y avait des entrées, il y avait des desserts. Elle avait raison. Pour moi, elle avait raison, effectivement. Et mon discours a changé depuis ce jour-là. Effectivement, dans la cuisine africaine, en milieu rural, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert. En milieu urbain, oui, il y a le repas qui commence à se structurer à la façon européenne. Entrée, plat, dessert. Mais ces entrées sont des adaptations qui peuvent se faire à partir des produits ou à partir des plats qui peuvent être complètement copieux, qu'on peut tout simplement donner sous forme de dégustation et présenter. C'est-à-dire une terrine de graines de courge, par exemple, qui est une entrée que j'ai mise en place. La terrine de graines de courge, je la découpe en petits dés comme si c'était du foot avec de la salade. Ça fait une très bonne entrée. Ouais. Donc, il y a une évolution de la cuisine africaine qui, effectivement, prend en compte la structure du repas international. Voilà. Donc, notre cuisine. Donc, je veux dire par là que chaque chef, pour répondre à la question de façon simple, oui, tous les chefs, quand ils ont les moyens et quand ils ont la possibilité, doivent essayer de laisser la trace de ce qu'ils font. Et l'autre volet de votre question était, est-ce qu'il faut le faire en collaboration? Oui, si on n'a pas les moyens, il faut toujours essayer de travailler avec d'autres regards, pas travailler avec d'autres personnes, travailler qui peuvent vous servir de miroir, qui peuvent aussi vous aider à structurer votre travail. Voilà. Donc, je pense qu'il faut partager. De toute façon,
Le cuisinier qui refuse de partager devait changer de métier, parce que notre métier, c'est d'abord le partage. Voilà. Chef Alexandre, en termes de rentabilité, en fait, vous avez écrit combien de livres? 3 livres? Oui, Parce que en gros, il y avait la cuisine de Moussa, cuisine actuelle de l'Afrique noire, et puis le dernier livre, Mafé, Yassa et Gombo. Oui, tout à fait. Oui. Mais donc vous avez fait 3 livres qui sont moi j'attends d'acheter le dernier. Mais en termes de rentabilité, est-ce que c'est rentable en fait? Parce que la question c'est, les gens veulent peut-être faire des livres, et il faut aussi qu'ils puissent s'en sortir avec ça. Faut pas que ça enfonce les gens dans leur faut pas que ça creuse, hein? Déjà qu'on n'a pas un public, alors est-ce que c'est rentable? Bon, alors, on va parler de la partie économique. Non, pas les chiffres, mais juste. Non, mais je vais répondre à votre question, Francis. Non, vous savez, si tout ce que moi j'ai fait était rentable, je pense que je serais l'homme le plus heureux et j'aurais rendu ma femme très heureuse. J'ai vécu déjà. Ça me permet, ça c'est intéressant, j'ai vécu, j'ai pas vécu de façon tranquille, mais chaque fois je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer demain, même jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai 3 lieux aujourd'hui, vous avez l'impression que je suis tout le monde en regardant mon pédigré, tout le monde a l'impression que je suis un millionnaire. Mais bon, je travaille. La rentabilité, on ne connaît pas, jusqu'à présent, je ne connais pas de milliardaires dans le domaine de l'écriture. Que ce soit dans les romans où les gens vivent bien. Un livre est rentable, et tous ceux qui écrivent des livres de cuisine, dont c'est la spécialité, ils doivent en faire 4, 5 ou 10 à l'année pour essayer d'avoir un certain salaire minimum. Et il faut aussi avoir un public. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Moi, mes livres ne sont pas, c'est-à-dire, pour mon éditeur, c'est rentable, ça c'est sûr. Sans ça, il n'aurait pas refait d'autres livres avec moi. Mais pour moi, ça me permet tout simplement d'avoir, de travailler, de faire une photographie de ce qu'on est en train de faire. Mais si les gens veulent se lancer dans l'écriture des livres pour gagner leur vie, moi, si j'avais un conseil à donner, je dirais faites deux choses à la fois, qui sont peut-être dans le domaine de l'écriture, que vous ne vous éloignez pas trop de l'écriture, parce que si vous êtes cuisinier, notre travail est chronophage, et plus l'écriture, pour moi, c'est pas rentable. En termes économiques, purs et durs, c'est pas rentable. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre que de ça. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. À la fin, c'est simple. On ne peut pas vivre que de l'écriture. Encore, notre cuisine est une jeune cuisine qui a besoin de beaucoup de public. Alors, vous avez écrit un deuxième, puis maintenant un troisième livre. Donc, j'aimerais savoir quel est... Allô, oui, vous m'entendez? Oui, je vois, c'est parce que mon assistant qui me parlait à côté. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, vous avez écrit un deuxième, puis un troisième livre. Donc, je voulais savoir quelles sont les inspirations qui vous ont mené à continuer à écrire, et les recettes. Est-ce que ce sont des recettes qui vous sont chères, que vous avez envie de partager? Est-ce que ce sont des créations? Comment vous arrivez justement à écrire le deuxième, puis maintenant un troisième? Alors, le deuxième livre, il a été écrit en reflet du restaurant Moussa l'Africain. Donc, c'est le deuxième, le titre, c'est La cuisine de Moussa. Donc, c'est un peu une cuisine parisienne. À l'époque, la mode, c'était un peu des verreries. C'est un peu le reflet de ce qu'on pouvait trouver dans le restaurant, comme je venais de dire tout à l'heure. Et le troisième,
le dernier est pratiquement un questionnement qui, c'est d'ailleurs les prémices. Moi, j'ai envie de dire que le dernier livre, c'est une introduction à ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire, donc, j'essaye de préparer une réflexion. C'est une réflexion que sur la cuisine africaine. Je mûris un questionnement des questions que je suis en train de me poser. Donc, c'est la porte ouverte à un 4e livre, alors, c'est ça? Ah oui, ça forcément, il y aura un 4e livre. Et à l'intérieur, vous avez posé, est-ce qu'il y a des créations? Oui, il y a des créations. Par exemple, il y a quelque chose qui est exceptionnel. Il y a un confit de canard à l'huile de palme. Il y a une blanquette de veau à la togolaise, donc, qui est une création. Vos recettes, en fait, des choses personnelles que vous avez partagées. Oui, que je pense que tout le monde, il suffit tout simplement de regarder autour. Je n'invente rien. La blanquette, par exemple, la blanquette de veau à la togolaise, c'est quoi? C'est tout simplement, au lieu d'utiliser toutes les crèmes et toutes les farines, on le fait qu'avec l'arachide, avec lequel on fait le ndolé. Ah, vous voyez, ce qui donne, je crée une crème avec des arachides. Ah, et donc, et puis le reste, on retrouve la structure d'une préparation de la blanquette. D'accord. Ouais, je n'ai rien inventé. Oui. Je pense que celui qui va inventer quelque chose, parce que j'entends des cuisiniers me dire j'ai inventé ceci, j'ai inventé cela. Bon, je suis content pour eux. Parce que inventer, faire par exemple un taboulé avec de la tiéké, on n'invente rien. C'est tout simplement qu'on sait que. Création. Oui, une création. C'est de la créativité. C'est de la créativité. C'est-à-dire, on est dans un environnement, on essaie de se dire comment est-ce que je peux mon produit pour que je puisse le partager avec un maximum. On ne vous entend plus. Oui, là. Ouais, voilà. Ouais, oui, c'est ça. Mais chef Alexandre, vous êtes quand même d'origine camerounaise. Oui. Mais vous n'avez pas fait de livre spécifiquement pour le Cameroun ou bien de l'Afrique centrale, là où il y a la meilleure cuisine du monde. Pourquoi? Ça, c'est vrai que moi, personnellement, je suis d'abord panafricain. Et la chance qu'on a au Cameroun, c'est que nous sommes à la charnière de toute l'Afrique. Depuis le Sahel, depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis l'Afrique de l'Est, vous voyez, le Cameroun a cette force où on peut retrouver, et d'ailleurs, et à tous les niveaux, sur le plan géographique et sur le plan humain. Sur le plan géographique, c'est-à-dire on va depuis le désert jusqu'à la forêt équatoriale. Sur le plan humain, on a presque 230 ethnies. Et 230 ethnies, ça voudrait dire 230 façons de pouvoir cuisiner différemment. Et la cuisine camerounaise est une cuisine très, très riche. C'est-à-dire, ce n'est même pas un seul livre qu'on pourrait faire sur la cuisine camerounaise. C'est des tonnes et des tonnes de livres. Est-ce qu'il y a un public pour cela? On parlait tout à l'heure de rentabilité. Quand on va faire un livre pour la cuisine camerounaise, qui sont ceux qui vont nous permettre d'amortir ce travail? Est-ce que ce travail va intéresser, sera un travail universel? Ça va encore rester un travail ethnique. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir des choses un peu génériques. Vous voyez, donc si on enferme un peu la cuisine camerounaise, si on fait un livre uniquement sur la cuisine camerounaise, on risque d'avoir un public limité ou un public d'érudits, des gens qui font des recherches, ça pas une cuisine. Enfin, bon, ça va venir. Si je rêve un jour de pouvoir faire un travail spécifiquement sur le Cameroun. Mais bon, je suis déjà à 60. L'espérance de vie, c'est combien là?
C'est 90. 90. Ça va, vous avez le temps, vous Non, avez le temps. Au Cameroun, c'est 100 ans. Hein. Au Cameroun, c'est 100 ans. Oui, c'est vrai que nous, les Camerounais, tout est possible. Parce qu'on a quelqu'un qui arrive à diriger ce pays déjà jusqu'à 80 balais et poussière. Moi, je tire le chapeau. Peut-être que je pourrais faire la même chose que lui. Non. Mais bon, non, je rêve de pouvoir faire un jour le travail spécifiquement sur le Cameroun. Et c'est même d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a des pépites culinaires au niveau du Cameroun. L'ouest du Cameroun a une cuisine que j'adore. Il y a une ethnie au Cameroun, les Bassa, qui font une sauce noire, la sauce mbongo. Elle est formidable, vous vous rendez compte. L'ethnie dans laquelle moi-même je suis, les Étones, on a un plat qu'on appelle le coq, qu'on appelle le hiro, qui se démocratise de plus en plus. C'est que les Congolais appellent le fumboa. C'est formidable. Donc c'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses, ouais. J'ai ma belle-sœur qui me dit que mon micro n'est pas formidable. et Eva Christie. Salut Eva. En effet, votre micro n'est pas formidable, mais bon. Oui, à la prochaine conférence, je vais m'équiper, je vais essayer de m'équiper. Et du coup, pour votre quatrième livre, est-ce que vous prévoyez, bon, là avec le Covid c'est un peu compliqué, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de voyager un peu en Afrique pour justement écrire ce quatrième livre-là, pour regarder un peu ce qui se fait, regarder un peu en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, les pays que vous ne connaissez pas un peu peut-être? Ah oui, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé. C'est-à-dire, c'est le Covid qui est venu arrêter. Chaque année, j'allais au Bénin, au Togo, on allait en Côte d'Ivoire. Il était question que je parte au Sénégal, que j'essaie un peu de faire le tour de l'Afrique, que j'aille en Éthiopie, dans la région des montagnes, où il y a des cuisines un peu particulières. Vous voyez, que j'aille à Madagascar, c'est une cuisine des choses. Vous voyez, c'est ce qui est très intéressant aussi avec l'Afrique. Vous voyez, l'Afrique de l'Ouest est tournée vers l'Atlantique. Il n'y a pas eu beaucoup d'influence. L'Afrique de l'Est est tournée vers l'océan Indien. Il y a eu beaucoup d'influence, comme à Madagascar. Vous voyez, et toutes ces cuisines sont... Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu le micro? On ne vous entend pas trop. Oui, et toutes ces cuisines sont complètement différentes. Vous voyez, et à chaque fois qu'on aborde l'une de ces cuisines, on aborde une spécificité qui retrace une époque, qui retrace une manière de faire. Et à cela, il faut ajouter le temps. Vous voyez, c'est à ça que l'Afrique est très intéressante aussi. Parce que quand je pense à mon pays, quand moi je partais du Cameroun par exemple, il n'y avait pas un plat qu'on appelle, il n'y avait pas le poulet DG. Donc l'Afrique n'arrête pas d'innover. Et c'est un plat qui, en moins de 30 ans, est devenu un plat national. Vous vous rendez compte? Le thieboudienne n'est pas un plat de la tradition sénégalaise. C'est un plat de rencontre. Le yassa, c'est un plat urbain. Et c'est un plat national. Ouais, c'est en ça que moi je dis. En fait. Oui. C'est la richesse de l'Afrique, c'est notre force. Et c'est ce que j'essaye de dire un peu dans le dernier livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la modernité de la cuisine viendra de la cuisine africaine. Oui, complètement. Je suis d'accord. C'est Francis? Oui, pardon. Mais... Donc, oui, en fait, je voudrais on a le chef Hamada et puis on a le chef Nathalie Brigongou. Si vous avez des questions à poser ou un petit message de Jean-Pierre à chef Alexandre, c'est maintenant. Après, on arrive vers la fin du webinaire, en fait. Chef Hamada, ou plutôt, pardon, excusez-moi, chef Hamada. Honneur aux femmes en ce moment, le mois de mars, c'est les femmes en premier. Hein, donc là, on ne veut pas des problèmes. Mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, chef Belaola. Oui, bonjour, Nathalie. Et je dois acheter le dernier livre, j'ai honte.
Donc, il faut que je l'achète très vite. Mais il y a pas de honte. J'ai lu des papiers dessus. J'ai entendu parler d'un bourguignon gombo, là. J'ai hâte, là. Donc, donc non, j'ai pas de questions. D'accord. À chaque fois que je te vois, je dis, je tire mon chapeau, quoi, parce que encore plus maintenant avec le virus, les gens qui sont là depuis longtemps et maintenant avec le virus, les gens qui restent, qui se battent, qui se réinventent, moi je... Allô? Oui. On vous entend. Voilà, donc je voulais dire bravo. À Vicky aussi, hein, parce qu'elle est toujours là. Je voulais dire bravo et je pense encore au poulet DG que j'ai goûté au Food Temple l'autre jour. Topissime. Ouais, merci. Voilà, donc je m'incline, c'est tout. Ouais. Merci Nathalie. Mais bravo aussi à toi, parce que je sais que tu es une ambassadrice très active. Et ça, je pense que l'Afrique a besoin de ce genre de soldats. Merci beaucoup. Qui portent le drapeau, qui essayent de se battre pour que la cuisine africaine soit présente. Ça, c'est très intéressant. Moi, il faut des batailles. On ne parle pas de la qualité, il faut de la quantité pour l'instant. Il faut de la quantité pour se battre. Voilà. Merci aussi à toi. Merci. Stéphane Amada. Bonjour à tous. Bonjour Boulanga, bonjour Nathalie. Enchanté. Moi, je suis venu à plusieurs reprises au restaurant, mais on ne s'est jamais rencontrés officiellement. Et en tout cas, bravo pour ce travail, parce qu'effectivement, comme vous disiez, l'écriture fait partie de l'exercice essentiel sur l'avancement de notre combat. Donc, je pense qu'il faut écrire un peu plus pour marquer l'empreinte, pour une autre orientation à notre métier. Donc voilà, hâte de pouvoir faire ce travail ensemble. Et puis, ah oui, non, mais en même temps, de pouvoir se rencontrer. Très bien. Oui, non, mais la prochaine fois que tu viens au restaurant, n'hésite pas. Pas. D'ailleurs, Nathalie peut le dire, ma cuisine est toujours ouverte. C'est une cuisine ouverte. Oui. Non, mais je connais le restaurant de Châtelet. Ouais. Elle est ouverte. Donc, on arrive. Quand je suis là, on me voit. Quand je ne suis pas là, on sait que je ne suis pas là. Donc, il y a pas de... C'est avec plaisir que je voudrais qu'on se retrouve tous, qu'on arrive à se prendre un peu dans les bras et qu'on essaie d'avancer. Parce qu'en plus, cette année était notre année. Vous vous rendez compte, 2020, ça doit être l'année de l'Afrique. On n'arrive pas à décoller. Ouais. Mais bon. Ouais. On arrive à faire. Ok, Alison. On arrive bientôt à la fin, mais quand même avant de terminer, moi je voudrais savoir si vous avez prévu dans vos prochains projets, voilà, de faire peut-être des rencontres, des ateliers culinaires avec des chefs. Donc là, vous venez de parler d'une rencontre avec... Abidjan. Voilà. Voilà, justement, j'allais y venir. Si vous seriez intéressé par ça, justement, qu'on se rencontre à 4 ou 5 chefs à Abidjan ou même au Cameroun ou même à Paris en fonction de la possibilité, pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger, discuter, échanger des recettes et puis essayer justement de mettre de vive voix des actions en marche pour pouvoir justement amener cette Afrique du goût là à se faire connaître et puis à sortir un peu de sa cachette. Ah, vous voyez, entre nous là, chacun, je pense que ça c'est plus de votre côté. Vous voyez, quand j'en cite ma côté, moi je ne sais jamais dire non. Donc, mais par contre, organiser, ça demande beaucoup d'énergie. Déjà que tous les restaurants prennent beaucoup de temps. En plus, ma femme vient de me conter une histoire d'association entre les fêtes, donc qu'on appelle un mafé pour tous. Nous, comme je l'ai dit à un certain moment, où on distribue un peu de la cuisine africaine aux gens en précarité.
au lieu qu'il n'ait qu'à manger d'autres cuisines et que je voudrais que l'Afrique soit présente dans tous les domaines. Ça c'est facile à faire pour moi dans mon domaine. Mais maintenant, organiser une logistique, inviter les différents cuisiniers. Il y a eu une tentative qui a été faite une fois par Anto. C'est dommage que cela, je ne sais pas si ça s'est terminé ou si ça continue. Pour moi, je ne comprends rien, donc je ne peux pas dire grand-chose. C'est quelque chose qui aurait pu prendre une certaine envergure. Et je me disais, enfin, voilà les gens qui peuvent faire les choses, chacun en fonction de sa disponibilité. Moi, aujourd'hui, vous savez, je me bats tout simplement pour faire mes marmites de mafé, mes marmites de yassa et mes marmites de ndolé. Et de pouvoir les faire goûter aux gens d'une certaine façon. Maintenant, organiser des rencontres, peut-être quand je serai à la retraite, et que je n'aurai plus une cuisine qui va me prendre le temps. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait se passer en Afrique, dans un premier temps. Et chacun d'entre nous, on pourra déjà réussir à donner un certain éclat, une certaine résonance sur le plan mondial. Donc c'est à vous, parce que vous avez la structure. C'est à France. Justement, c'est le travail de Ouj. Oui, c'est vous qui devez pouvoir essayer d'organiser une sorte de symposium, une sorte de festival, pour qu'on se retrouve soit en Côte d'Ivoire, soit au Bénin, soit n'importe où, soit au Cameroun. Je sais que le Cameroun est très compliqué, moi je ne conseille pas. Je pense que l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose de pour avoir pratiqué tous ces pays. Hein. Mais je pense que l'Afrique de l'Ouest est l'endroit idéal où on peut le faire. Et pourquoi pas l'Afrique du Sud? Voilà. L'Afrique du Sud aussi peut très bien accueillir ce genre de structure. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ouj se charge de l'organisation. Nous, on vous veut juste comme participant. Ah non, on vous invite juste. Si vous voulez, je vais dès demain. Il faut le dire. On vous entend plus. Il suffit de préparer les dates, de faire ceci. Voilà. D'accord, ok. Et juste pour préciser, l'événement de Chef Anto, ça continue toujours, oui, Africa. Il devait y en avoir un cette année qui a été annulé à cause du Covid, mais sinon, c'est toujours en cours. Je crois qu'ils vont le faire d'ici la fin de l'année, en fait. Il est juste en décalage. Ils l'ont reporté, quoi. Oui. J'ai juste quelque chose. En fait, on a fait des analyses par rapport aux livres de cuisine africaine sur Amazon. Et en fait, ils classent les cuisines africaines avec les cuisines du Proche-Orient. Donc, on n'a pas un groupe dédié à l'Afrique. Mais en fait, quand on prend les deux zones, le Proche-Orient, c'est aussi l'Algérie, le Maghreb, le Maroc, l'Arménie, etc. Et en fait, sur 100 livres des meilleures ventes, il y a 87 livres qui sont du Proche-Orient et il y a juste 12 livres qui sont de l'Afrique. Donc, on a que 12% en fait. Et ce qu'on retrouve, c'est le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et la spécificité de l'Afrique, c'est qu'on a des livres de cuisine qui sont même faits par des non-africains. Donc c'est un peu... mais personne ne nous lit, en fait. Donc, il faut absolument acheter un livre de cuisine. Et ceux qui ne l'ont pas, rattrapez-vous vite. Hein. Et un autre point, c'est qu'on est en train de réaliser un livre de cuisine pour les chefs d'Afrique francophone. En fait, on répertorie tous les chefs d'Afrique francophones qui sont en Afrique francophone. Et le livre, c'est une biographie et une recette en même temps dans les livres. Voilà notre actualité. D'accord. Je pense que, en même temps, j'ai envie de dire... On vous entend pas. On vous entend pas. En même temps, j'ai envie de dire que Amazon n'est pas forcément la référence de vente des livres. Hein, parce que moi, Cuisine actuelle de l'Afrique noire, qui a été édité depuis 2003, était pratiquement un best-seller de vente. Donc, la première édition date de 2003, qui a été épuisée il y a 2 mois.
pas le nombre de ventes, c'est pas moi qui fais les bénéfices. Hein. Mais il y a quand même, on a un public, et je pense que tout est encore à faire. Il faut faire énormément. C'est-à-dire que on essaye de, soit nous-mêmes, soit d'autres personnes, soit des jeunes, qui essayent de travailler effectivement dans ce domaine. Bon, on arrive à la fin. C'est fini. Donc, on vous remercie énormément, chef Alexandre, d'avoir été avec vous ce matin. Et puis, on espère rester en contact avec vous pour vous tenir au courant des actualités, des choses qui vont se faire prochainement. Alors, merci aussi à vous. Merci pour ce que vous faites. Et on garde le contact. Francis, vous avez mon contact. Oui. S'il y a des échanges à faire, voilà. Si vous interviennent, soit je ne sais pas comment, maintenant tout va se passer par communication, par Zoom et par autre. S'il faut faire un atelier de cuisine ou intervenir dans une école par Zoom, n'hésitez pas, tout est faisable. Ok, voilà, merci je vous donne comment Ouais, on accorde. Merci. Je viens manger la nourriture de Vicky. C'est Vicky que je préfère. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Et très bon week-end. Merci. Aussi à vous, merci, au revoir. Merci.